IRIG, CEA, etc. Donc les réunions avaient lieu début d'année et on était presque à la conclusion en mars, une semaine avant le confinement, ce qui a tout bloqué et c'est pour ça que je suis en train d'essayer de relancer tout ça. Mais c'est pour l'instant au point mort à cause du Covid. Donc ça a arrêté complètement la chose. Mais ça va redémarrer. Alors, je mets mon écran en partage. Voilà. OK, donc, ce que je vais faire. Donc, je vais vous présenter un point très instrumental parce qu'on a beaucoup de choses sur le feu, si je puis dire. Donc, je ne vais vraiment absolument pas parler de science, mais parler d'instruments. Donc, je vous ai fait ça. Alors, j'espère que je peux faire passer. Voilà. Donc, je vous ai mis ça un petit peu sous une forme générale au démarrage. C'est un petit peu, je vais faire ESS, SRG, Sonate, etc. Donc là, je vous ai résumé très rapidement ce que l'on a à faire pour ESS. Donc, on a 5 instruments à fabriquer. Donc, au niveau LLB, on est plus ou moins impliqué avec d'autres partenaires. Je vais revenir derrière sur les détails. J'ai mis des temps où normalement les premiers utilisateurs devraient venir. Alors ça, c'est extrêmement sujet à caution dans la mesure où ESS peut avoir du retard. Donc ça, c'est disons ce qui est prévu au démarrage. Alors, il peut y avoir des choses qui sont entre les deux, hein, évidemment. On a un instrument LMX dont je vous parlerai après qui est géré par le LLB mais qui est, disons, développé par l'IBS à Grenoble. Et on a 2 ou 3 environnements échantillons à gérer. Alors, j'ai mis jusqu'à 2025, ça peut être plus court, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Donc, on a de la haute pression, du haut champ. Ça, je n'y reviendrai pas, mais disons qu'on a aussi pas mal de choses à faire sur des environnements échantillons. Donc, voilà un petit peu le calendrier très globalement vu et de très haut par rapport à ESS. Alors, les CRG, donc, on appelle aussi Outstation parce que Pavin n'est pas un CRG, puisqu'il c'est un contrat avec PSI. Donc, au niveau de Pavin, on est normalement, si tout va bien, en 2021, on devrait pouvoir accueillir les premiers utilisateurs sur Pavin qui a été livré à PSI. Au niveau donc des CRG maintenant, donc vous savez que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, on était en charge de l'exploitation de IN6 qui a été démonté et Sharp va être installé début décembre pour un redémarrage en 2021 et peut-être quelques utilisateurs sur les 2 ou 3e cycles avant l'arrêt, le grand arrêt pour la partie H15 puisque c'est ça qui au niveau LLB est important. Et un redémarrage au bout de H15 avec Sharp Plus en 2023 avec des utilisateurs. Donc SAM, c'est le projet qui est donc aussi prévu pour un petit angle, donc pour les utilisateurs en 2023. Et on a TGAPS, donc un GAPS thermique. Je l'ai mis à une couleur différente avec un italique qui normalement devrait arriver en 2024. Ça, c'est vraiment relié à des possibilités budgétaires ou pas à l'ILL, et ça dépend énormément de ce qui va se passer à l'ILL au niveau des financements ILL. Je vous expliquerai un peu plus en détail derrière. Et enfin, le 3e gros projet que l'on a actuellement en route, c'est donc, et ça je vous l'expliquerai un peu plus précisément parce qu'on peut s'y perdre, on a actuellement le projet IFI Neutron qui se termine fin 2020, qui va certainement déborder un petit peu sur 2021 parce que le Covid a retardé un petit peu ce projet. Derrière ce projet, on a un projet qui s'appelle Prélude, qui est la première phase de Sonate, qui est un projet soit qui sera développé en interne CEA, soit qui sera soutenu par le plan d'investissement d'avenir. On attend le résultat fin novembre. Et Sonate phase 1 ou Prélude donc, va à peu près durer jusqu'à 2025. Et à partir de 2025, on a la Sonate phase 2 qui va jusqu'à 2030. Donc, je vous détaillerai un peu tout ça pour qu'on s'y retrouve bien dans tous ces aspects que l'on développe. Donc, si je reprends ESS, donc je vais faire très rapidement un petit tour des différents instruments. Donc, je commence par Magic. Alors, je commence par Magic parce que le LLB est porteur c'est nous qui sommes responsables de la fabrication de cet instrument. Donc, ça se fait avec Jülich et le PSI. Donc, c'est un diffrasto monocristal à temps de vol avec une polarisation permanente. Hein, c'est ce qu'il faut savoir. Et là, on est en charge. Donc, on est à 60%. Et bon, vous pouvez lire comme moi. Le LLB est en charge les guides, l'ensemble des choppers, la pièce expérimentale et le shielding de tout ça. Donc, on doit, disons, manager la fabrication de cet instrument et on a une spécificité sur ces choses-là.
Donc, le programme ESS, je ne vais pas vous détailler tous les financements, mais le programme ESS géré par le LB, c'est 35 millions d'euros partagés entre le CEA et le CNRS. C'est la contribution française, en fait, à l'INCAIN sur les instruments AESS. Ensuite, nous avons le projet DREAM. Donc, DREAM, c'est un diffractomètre qui est, donc là, est piloté par Jülich à 75% et le LLB intervient à 25%. Donc, j'en parle parce que ce sont les premiers qui, normalement, dans les premiers, devraient apparaître. Le LLB en charge le shielding du guide, l'ensemble de la pièce expérimentale. C'est en gros ce qui est sur le schéma ici. Donc, le shielding, la pièce expérimentale, la cave, et un cryofour qui va permettre de passer de températures très froides à des températures très hautes. Donc, ça, c'est ce que l'on a à faire. Donc, je vous l'ai décrit un peu pour que vous ayez une idée de ce que ça représente à peu près. Ensuite, on a CISPEC. Donc, ça, c'est une collaboration entre le Munich, l'Université technique de Munich et le LLB, 50-50, et qui est donc porté par Munich. C'est un spectromètre à cold chopper spectrométère, comme son nom l'indique. Et là, justement, on a à charge les choppers, la chambre du détecteur et aussi la pièce expérimentale et l'environnement échantillon. Donc, c'est un très grand instrument qui fait à peu près 100 mètres de long. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler et qui avance pas mal. Les choppers, alors, c'est peut-être quelque chose qui, finalement, ira plutôt vers ESS que, pardon, on va voir. On ne sait pas ça encore. On a ensuite un quatrième instrument qui s'appelle Bifrost, qui est en fait une diffusion inélastique, mais à géométrie indirecte. Alors là, c'est l'instrument où il y a le plus pour lequel on participe et où il y a le plus d'organismes qui sont impliqués. Donc, PSI, on a les gens du Danemark. Alors, IFE, c'est quoi IFE? J'ai oublié. C'est la Norvège. Et nous, à 20%. Là, on a en charge en fait toute la partie détection de Bifrost et les choppers. Non, je me suis trompé, c'est ces choppers-là qui risquent d'aller vers ESS. Alors, on continue. SCADI, donc ça, c'est un diffractomètre à petit K. Donc là, on est aussi, encore une fois, 50% avec Jülich et 50% avec le LLB. Et ça, c'est un petit angle polarisé. Et ce que j'ai mis en dessous, on a en charge le collimateur, le détecteur et les shielding, et ça fait à peu près 60 mètres de long. Disons que tout ça, c'est quelque chose c'est un des instruments qui sera le plus implanté plus tard. Vous voyez, on est entre 2024 pour Prifos et 2025 pour SCADI. Pardon. Enfin, on a NMX. Alors, NMX, c'est un diffractomètre pour macromolécules. Alors, en fait, le LLB ne fait que la gestion de l'appel d'offres sur ce diffractomètre. Et c'est l'IBS Grenoble qui est en charge le développement des bras robotisés pour positionner les échantillons et les détecteurs, ce qui est quelque chose de très classique pour ce genre de choses. Ça se fait beaucoup en synchrotron. Voilà, donc voilà les 5 plus 1 instrument, plus je ne les ai pas détaillés là, mais la partie environnement échantillon, donc haute pression, au champ et basse température. Voilà tout ce que l'on doit faire dans les... Vous voyez, ça va jusqu'à 2025. Donc ça fait appel à pas mal de bras au niveau du LLB. Il y a normalement, à partir de l'année prochaine, disons en juillet 2021, il y a 5 personnes du LLB qui devraient aller sur le site de SS pour commencer à installer ces instruments. Enfin, pas tous, hein, les premiers qui seront en charge. Voilà. Donc, c'est un programme très lourd pour le LLB, mais extrêmement intéressant puisque c'est européen et ça ouvre le LLB à toute l'Europe des neutrons. Donc, c'est très, très intéressant de ce point de vue. Puisqu'il y a énormément de challenges on aura des challenges extrêmement compliqués à gérer avec ces instruments en temps de vol. Tout est en temps de vol et ça donne des difficultés assez importantes, notamment avec les traitements des données. Alors, si je passe au Outstation, donc je vais commencer par Pavin. Donc, Pavin, le contrat, donc on a un contrat avec PSI qui a été signé le 5 octobre. Ce contrat donc, a permis le transfert vers PSI, a mis en place les conditions pour lesquelles le Pavin était installé au PSI. Et donc, le contrat, en gros, nous donne 100 jours par an pendant 10 ans d'accès français sur Pavin au PSI. Donc, voilà, donc ça, c'est le départ, puisque ça a été transféré le 15 octobre. Donc, ça, c'est le départ de Pavin. Donc, vous voyez, les tronçons étaient démontés. Il y a eu un premier envoi avant, et là, c'est le dernier envoi le plus gros, des démontages des différents morceaux du tube détecteur.
l'entrée dans les camions, il y a eu 3 ou 4 camions qui sont partis vers PSI. Et donc voilà, maintenant, tout est arrivé au PSI. Et donc ça, c'est les mêmes morceaux qui sont à PSI, qui ont été remontés et qui sont en train d'être, enfin, qui vont être alignés pour que tout fonctionne à l'intérieur correctement, parce qu'il faut déplacer le détecteur dans ces tubes, et évidemment, il faut que l'alignement soit parfait. Donc ça, c'est une grosse réussite parce qu'on a réussi à sortir un très grand instrument depuis le hall du LLB jusqu'à le transférer à PSI sans trop de casses. Il y a eu quelques petites casses, mais ce n'est pas trop grave. Donc ça, on sait faire, c'est très bien. Si je regarde les outstation, donc il y a IN6, donc IN6 qui a été démonté, le démontage de IN6 a été complètement terminé le 17 octobre. Donc je vous ai mis là quelques photos de IN6 en train d'être démonté, le transfert, la partie détecteur. Et ici, vous voyez, les gens sont encore en train de pousser les choses vers l'extérieur. Mais donc la place a été libérée ici complètement pour installer Sharp. Donc actuellement, la place d'IN6 est libre et Sharp devrait être livré le 30 novembre. Donc ça, c'est le Sharp qui est donc en fabrication, en terminé. Donc la livraison est toujours prévue le 30 novembre. Et a priori, même malgré le confinement, on n'a pas de décalage dans les dates. Donc ici, vous avez la nouvelle base de temps de vol donc, qui va se mettre à cet emplacement-là. Et ici, vous avez la taille, puisque c'est pour vous donner un petit peu la taille de la chambre de temps de vol, pour voir à peu près. Alors, si on compare avec CISPEC, dont j'ai parlé un petit peu avant, parce que c'est aussi un TOF, CISPEC est à peu près 2 fois plus grand au niveau volume que cette base-là de Sharp. Donc ça, c'est la prochaine grosse opération pour le LLB, c'est de monter cet instrument et d'avoir le montage complet, y compris les détecteurs, la totalité de l'instrument prêt pour le premier cycle ou surtout plutôt le deuxième cycle de l'ILL pour pouvoir commencer à faire du hot commissioning et peut-être avoir des utilisateurs qui viendraient, alors des friendly users, hein, pas des utilisateurs, mais des gens qui viendraient tester un petit peu tout ça avant le grand arrêt de l'ILL. Alors derrière ça, je vous parle de SAM, puisque SAM, c'est quelque chose qui est aussi prévu. Donc ça, c'est le premier qui serait installé donc, au niveau de l'ILL. Donc là, c'est un instrument de diffusion petits angles. Donc c'est un CRG, ça sera un CRG de type B, polarisé, avec une option EcoDospin Mieze. Donc c'est ça qui fait son intérêt. Donc en fait, ce que j'ai mis dans ce transparent, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce qui va être nouveau, disons, c'est le nouveau spectromètre primaire, à part le sélecteur de vitesse qui viendra de PAXI. On va récupérer les environnements échantillons de Pavin, le passeur d'échantillons, les bains de PAXI, et le spectromètre secondaire de PAXI sera récupéré dans toute la partie détection, sera récupéré pour faire le détecteur, et il devra falloir l'adapter pour mettre un second détecteur, un plus petit détecteur pour l'option biaisée. Donc, quand ça sera mis en place, disons qu'on aura un petit angle qui sera extrêmement puissant, avec en plus une option EcoDospin. Alors, je viens à TGAPS. Or, TGAPS, c'est lié à des déplacements d'instruments dans l'ILL. Et l'ILL, pour l'instant, n'a pas forcément l'assurance d'avoir les crédits pour déplacer ces instruments qui permettraient d'installer TGAPS au bout de la ligne H22, ce qui est pour l'instant l'emplacement qui serait le plus intéressant. Donc, c'est encore une fois un CRG de type B, 3 axes standards. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y aurait deux monochromateurs et on peut travailler soit en polarisé, soit en non polarisé. Donc, l'idée de GAPS, enfin de TGAPS, c'est de donner un accès à la polarisation parce que c'est quelque chose qui n'est pas si répandu que ça à l'ILL, enfin à l'ILC, mais en Europe. Et notamment au ESS, les manips avec la polarisation, c'est quelque chose qui n'est pas encore, il n'aura pas tant que ça. Donc, les manips étant longues, avoir un accès à des manips en polarisation, c'est quelque chose d'intéressant de rajouter cette possibilité-là. Donc, les principaux travaux, c'est sur le spectromètre primaire et tout ce qui sera spectromètre secondaire, on le récupérera de 4F1. En fait. Voilà, j'arrête pour les hautes stations. Je voudrais parler de SOAT. Je vais aller vite parce que je vois que le temps passe. Donc, je vais vous décrire. Donc, première chose, le projet IFI Neutron, donc, qui va se terminer soit en 2020, soit début 2020. Non, on sait que ça va se terminer fin du premier trimestre 2021. C'est quelque chose qui est un sésame qui a été eu en 2018 pour 3 ans.
le CEA a contribué à peu près à hauteur de autant que le Sésame avait mis. Et l'idée, c'est d'utiliser un accélérateur de protons IFI qui a une puissance de 3 MeV. Et IFI Neutron, le projet, c'est de passer de 3 kW, qui était la première manip qui ont été faites, à 50 kW de protons sur une cible. Donc, cette cible est en train d'être testée. Donc, c'est une cible qui n'est plus circulaire et perpendiculaire au faisceau de neutrons, mais c'est une cible qui est rectangulaire et qui est peut-être pas tangentielle, mais qui, voilà, le faisceau de neutrons ne l'intercepte pas de façon directe, mais de façon inclinée, ce qui permet de répartir l'énergie sur toute la cible. Donc, quand on regarde le concret de ça, voilà ce que c'est le schéma, et ça, vous voyez, c'est la cible qui a été tournée. Ça, ce sont toutes les arrivées d'eau de refroidissement. Là, évidemment, c'est l'arrivée du faisceau, c'est ouvert. On a aussi mis le détecteur de 7C2 dans la casemate de IFI pour faire plusieurs manips. Le spectro complet s'appelant Diogène, c'est-à-dire cette cible plus cet instrument, ce détecteur derrière qui permettra de faire des vraies manips de diffusion neutronique. Bon, je vais passer là-dessus. Disons que Diogène permettra d'avoir tout un tas de choses. Ça sera un vrai spectron. On aura des résultats qui, normalement, pourront être comparés avec ce qui était prévu. Donc ça, c'est IFI Neutron. Derrière ça, on a la phase 1 de Sonate. Alors, soit prélude, si c'est le plan, le PIA qui est accepté, soit ça sera financé par le CEA en propre. Si c'est le CEA qui finance, la pente pour le projet sera plus lente que si, évidemment, on a le prélude qui est accepté au PIA actuel. Donc là, la différence avec ce qu'on a vu avant, c'est que l'accélérateur monte à 8 MeV et toujours avec 50 kW sur la cible. Et 8 MeV, ça permet d'avoir une production de neutrons extrêmement importante et surtout, ça dégradera moins la cible puisque l'arrêt dans la cible est beaucoup plus profond dans une cible avec des protons de 8 MeV que 3 MeV. Donc, l'énergie est mieux dissipée. L'idée, c'est de mettre 5 instruments au bout de cette cible. J'ai presque fini, Pascal. La demande au niveau du PIA, c'est 17 millions d'euros avec 12 millions d'euros de personnel, donc ça, ce n'est pas demandé au PIA, et 9 millions d'euros d'instrumentation LLB qui devraient être mis sur ces 5 instruments. Vous voyez, c'est un projet assez important. Et on a un bâtiment sur Saclay. Et l'idée, c'est d'arriver, si on travaille 160 jours, donc c'est au bout des 5 ans, ça, à avoir à peu près 800 instruments jour possibles sur ces instruments. Donc voilà le projet. Donc on a l'accélérateur. Donc il faut créer un accélérateur. Hein. Ce n'est pas IFI. IFI n'a pas ces caractéristiques-là. Donc il faut créer un accélérateur et mettre 5 instruments ici. Donc là, c'est des temps de pulse de quelques millisecondes, des pulses longs. Et enfin, Sonate phase 2, qui lui démarre en 2025 jusqu'en 2030. Là, on passe de 8 MeV à 20 MeV, toujours avec 50 kW, mais on met 2 cibles. Donc, en gros, voilà ce qu'il faut pour arriver à ça. Donc, il faut compléter l'accélérateur pour monter à 20 MeV. Là, on arriverait à 10 instruments avec 2 fréquences de pulse, puisqu'on aurait 2 cibles, avec une répartition des protons qui se passerait entre les 2 cibles en fonction du pulse qu'on veut faire. Toujours, si on a 160 jours, on aurait 1600 instruments jour possibles. Donc, ça ressemble à ça. Donc, voilà ici l'accélérateur. Ici, vous avez la première partie prélude ou sonate phase 1. Donc, l'accélérateur s'arrête ici. Et donc, la phase 2 de sonate, c'est de rajouter un morceau, un DTL ici, et un aiguilleur rapide pour faire passer d'une station... Oh, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Je recommence, excusez-moi, je vais retrouver ce qu'il faut. Voilà, je vais revenir à ma dernière. C'était ma dernière, c'est pas bien. Et je vais essayer de relancer. Hop, voilà. Excusez-moi. Voilà, j'étais là. C'est bon, oui. Donc, j'en étais là. Voilà. Donc, je disais donc la deuxième cible ici, donc avec un pulse différent, qui délivrerait donc un pulse court ici. Donc, on aurait, par rapport au pulse long où on a les choses, des instruments classiques, et puis par exemple la diffracto basse résolution, là, avec un pulse court, on aurait des choses un peu plus classiques. On pourrait faire la spectroscopie et la diffraction haute résolution. Donc, c'est ça le principe. Donc, première chose, sonate, on a 5 instruments, on rallonge l'accélérateur pour montrer à 20 MeV et on rajoute 5 instruments avec 2 cibles. Voilà, et je pense que je m'arrête là. Désolé, j'ai été un petit peu long, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Eric,
est-ce que je ne vois pas de questions sur la discussion? Est-ce que quelqu'un aura une question à poser en direct à Eric? On a atteint la limite de temps, mais je vais quand même te poser une toute petite question ponctuelle. Alors, je suis étonnée de voir le spin echo pour la phase 1 de sonate. Oui, alors oui, tout à fait. Mais il y a eu des calculs de fait et même une manip qui a été faite sur Orphée à L'Enfant d'arrêt en pulse, avec un pulse, avec un chopper qui mettait un pulse. Et on a fait des essais vraiment qui ressemblaient exactement à ce qu'on pourrait faire sur sonate, sur le spin echo du LLB, sur Muse. Et ça, on a montré qu'on savait que ça pouvait marcher. Donc, on a une démonstration expérimentale associée à théorique qui montre qu'on pourra faire du spin echo sur sonate. Tout à fait. C'est Stéphane Langeville qui a fait la manip. Pour ça qu'il apparaît là. D'accord. Et merci. Ah, il y a Pascal Debu qui voudrait poser une question. Oui, ouais. Merci. J'ai une question, je ne sais pas si c'est à Eric ou à la fédération, aux utilisateurs, on verra. Aujourd'hui, comme tu l'as souligné, Eric, on fait des très gros efforts sur les instruments ESS. Moi, je ne suis pas un neutronicien, on me dit toujours qu'il va être difficile de maniper sur ESS. La question que je me pose, c'est, on parlait tout à l'heure d'un soutien de la fédération aux missions des utilisateurs. Alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs français qui vont facilement aux États-Unis? Faut-il soutenir? Ça coûte cher. Donc, si on dit que c'est pertinent et utile, ça veut dire un effort pour soutenir ça. Et quelle est l'opinion, soit de toi, d'Eric, ou de la fédération ou des utilisateurs sur ce sujet? Moi, je ne sais pas si beaucoup d'utilisateurs vont aux États-Unis, mais je n'ai pas une vision globale. Donc, je ne sais pas si Virginie a une vision là-dessus, je ne sais pas. Fabrice, sinon? Oui, je peux répondre. Alors, il y a quelques utilisateurs en général qui vont aux États-Unis, mais c'est généralement pour des besoins ponctuels. Enfin, en tout cas, quand les sources fonctionnent en Europe, le MLZ, l'ISIS, l'ILL, bien sûr, pour des manips particulières qui n'existent que là-bas. Et nous, on en a financé 2 avec l'an passé avec la fédération. Une manip qui était associée à une expérience de deutération spécifique en biologie, car les collègues avaient obtenu le temps de faisceaux associés à deutération, et puis pour aller faire une expérience à Los Alamos, je ne me rappelle plus les détails, mais sur un appareil qui a des spécificités qui n'existent pas de façon courante sur les spectros en Europe. Donc ça reste quand même marginal. Et on n'a pas financé le voyage, on a financé l'hébergement sur place, il me semble. Donc la question c'était, est-ce que c'est pertinent de pousser ce genre de mission pour la préparation à ESS, en fait? C'était ça que j'avais dans ma question. On n'a pas eu, ou alors je me trompe, non, on n'a pas eu de demande à la fédération de gens qui voulaient aller spécifiquement sur la ASNS. Peut-être ça peut venir des gens qui voudraient aller se former à SNS. En tout cas, ça peut être pertinent, je pense. Ah oui, je pense que c'est pertinent, oui. Ouais. Ah oui, il y a J-Park. Oui, et Stéphane dit qu'il y a J-Park aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour ceux qui parlent japonais. Moi, et je voulais rajouter quelque chose parce que j'ai eu une question en privé qui montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été bien compris. Pour les actions de formation, c'est concernant la question d'Edwin, j'ai dit que Marie, elle avait fait du travail à Grenoble, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait ailleurs. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché les contacts dans toutes les universités où on avait des contacts neutroniciens et on leur a demandé le nom un peu des responsables de filière. Et maintenant, on en est au stade où on va les contacter directement. Et en fait, Marie, elle connaissait des responsables de filière et donc elle a fait ce travail à Grenoble parce que c'était plus facile. Mais bien sûr, l'idée, c'est de le faire partout en France. Voilà, juste pour préciser. Merci beaucoup. On a dépassé de 5 minutes, donc on remercie encore tous les intervenants. Et je ne sais pas,